Bonjour à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur la chaîne du Figaro TV. Notre dossier du jour est consacré à l'Institut du monde arabe. Après la chute de Jack Lang dans la tourmente depuis l'affaire Epstein, on reviendra sur l'influence de cet organisme et sur la nomination d'Anne-Claire Legendre à sa présidence. En culture, on s'intéresse aujourd'hui à la pièce Dans le couloir, une nouvelle pièce qui vous fera rire et pleurer. Et enfin, de l'art de vivre, la saison de la chasse arrive à sa fin. L'occasion de revenir sur cette pratique adorée ou décriée, mais souvent méconnue. On en parle en fin d'émission. Anne-Claire Legendre vient de prendre la présidence de l'Institut du monde arabe, un institut culturel aux enjeux très politiques. Et ça, la nouvelle présidente en a bien conscience. Écoutez ces mots hier lors de sa première prise de parole publique. Je crois que mon rôle aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre à plat l'ensemble du fonctionnement de l'Institut du monde arabe, à la fois sur le plan financier, budgétaire, des ressources humaines. Nous allons nous attacher évidemment à faire la plus grande clarté. J'ai une mission de transparence et je crois que c'est ce qu'attendent à la fois le public, nos concitoyens, mais ce qu'attendent aussi les États autour de la table et les personnalités qualifiées qui participent à la mission de l'IMA. Alors, nous attacher à faire la plus grande clarté, ce sont ces mots. Et pour les commenter avec moi en plateau, Ahmed Youssef, vous êtes historien spécialiste du monde arabe. Et Yves Tréhard, vous êtes directeur adjoint de la rédaction et éditorialiste. Merci beaucoup d'être avec nous. Yves Tréhard, je commence avec vous. On sait que des perquisitions ont eu lieu à l'Institut du monde arabe lundi dans le cadre d'une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça suppose ? Écoutez, alors là, d'abord, on se situe dans le cadre de l'affaire Epstein qui fait grand bruit et qui a des ramifications dans le monde entier. Et effectivement, l'ancien président de l'Institut du monde arabe, Jack Lang, a fait appel, semble-t-il. Il faut que tout ça soit confirmé, il faut que tout ça soit avalisé et validé, a contacté Monsieur Epstein, qui aujourd'hui n'est plus, puisqu'il s'est suicidé en prison aux États-Unis en 2019, pour l'aider à certaines expositions, à financer finalement certaines expositions, à acheter des œuvres d'art aussi. Quelle est la réalité de tout ça ? C'est ce que les enquêtes vont nous dire. Et aujourd'hui, eh bien, ce qui est sûr, c'est qu'il il faut remettre tout ça à plat. C'est ce que Madame Legendre vient de dire, qui vient de prendre la direction de l'établissement, nommé par le président de la République. Et on va voir ce qu'il en est, l'état des finances. Ce qu'on peut dire de l'Institut du monde arabe, c'est que l'Institut du monde arabe, il a été créé au tournant des années 80-90. En 80, et il a été inauguré en 87. Voilà. Pourquoi ? Pour des raisons qui sont des raisons à la fois diplomatiques, historiques, on reviendra dessus un peu liées à l'histoire de France. Et c'est un institut qui, normalement, devait être financé par la France, mais aussi par tous les pays arabes qui étaient partenaires de cette institution. Il semblerait, et c'est une réalité, que eh bien, les fonds venant des pays arabes se soient taris, parce qu'eux-mêmes ont eu une autre politique culturelle de leur côté, notamment dans les pays du Golfe, et que la France, avec quelques autres pays, comme le Maroc, eh bien, était la seule contributrice aujourd'hui. Et ce qui fait que l'Institut du monde arabe est aujourd'hui un établissement qui a des finances qui sont des finances en mauvais état. C'est comme ça qu'on peut le dire, c'est comme ça que c'est apparu, et c'est pour ça que Mme Legendre, aujourd'hui, eh bien, veut remettre tout ça à plat pour savoir exactement ce qu'il en est. C'est un petit état des lieux. On reviendra un peu plus précisément plus tard sur l'état des finances, qui en effet sont un gros point de l'Institut du monde arabe. Je reviens aussi sur un article de Mediapart qui est publié le 2 février dernier, qui affirme que la fille de Jack Lang, Caroline, aurait créé une société offshore qui s'appelle Prytanée LLC, spécialisée dans l'achat d'œuvres d'art. Et les Epstein Files révèlent un lien entre cette société et Jack Lang. Donc en fait, initialement, c'est Jack Lang qui est visé. Mais là, ça pourrait rejaillir sur l'Institut du monde arabe. Alors, ça peut, évidemment, ça va rejaillir nécessairement sur l'Institut du monde arabe, sur la fille de Jack Lang, Caroline Lang, qui, elle, est bien davantage citée, d'ailleurs, dans les Epstein Files, puisqu'elle est citée
pas loin de 1000 fois. Là où son père, c'est 700. Là où 700 fois. voilà. Et d'ailleurs, vous allez lire dans les prochaines heures dans le Figaro, eh bien, une très grande enquête sur la fille de Jack Lang et en quoi Caroline Lang, beaucoup plus que son père, était en relation directe avec le financier, avec Epstein. Elle était vraiment en relation directe avec lui et c'est lui, avec un autre intermédiaire français, qui estimait s'il fallait acheter telle œuvre ou telle autre œuvre pour fournir l'Institut du monde arabe. Très bien, bien. On vous invite à suivre le Figaro, évidemment, pour en savoir plus. Mais alors, quelles seraient les conséquences sur l'Institut du monde arabe s'il advenait qu'il y avait vraiment beaucoup de liens et des énormes scandales financiers? D'abord, heureusement que Lang a présenté rapidement sa démission. Il faut dire que la pression était tellement forte. Et lui qui s'accrochait, il faut dire la vérité, quand même, à l'institution, il ne voulait pas la quitter. Et après, il faut dire aussi que, vu du monde arabe, que la situation n'était pas très glorieuse, ni pour la France, ni pour l'institution. Donc, déjà, comme vient de le dire Yves, qu'à l'échelle du monde arabe, il y a déjà quelques frictions entre les pays arabes. Si vous faites une exposition sur l'Algérie, il faudra penser à une autre pour le Maroc. Et une sur l'Égypte, il faut une autre. Ça veut dire que nous avions, à l'Institut du monde arabe, un peu toutes les dissonances que nous avons sur l'échiquier du monde arabe. Une dernière chose, c'est que il faut dire que dans ces dernières années, les activités n'étaient pas vraiment convaincantes. À l'Institut du monde arabe. Il faut dire que les entrées ont été vraiment très réduites, ou bien parce que les thématiques n'étaient pas intéressantes. Il y avait une sur Cléopâtre qui a attiré un peu de monde, mais le reste n'était pas vraiment intéressant. Donc l'offre culturelle n'était pas à la hauteur. Non, non. Et après, il y avait à l'intérieur quand même des petits îlots d'influence. Il y avait des problèmes à l'intérieur de la maison, c'est pas la peine d'ouvrir ce dossier. Mais maintenant, c'est la tâche à Madame Legendre, vraiment à clarifier tout ça et à mettre à plat toute la question à l'intérieur du monde arabe. On va revenir un petit peu justement sur la jeunesse de cet institut, de l'Institut du monde arabe. Vous en parliez tout à l'heure. Donc ça a été fondé en 1980, inauguré en 87, et il est né d'une initiative conjointe, diplomatique, entre la France et 22 pays arabes. Donc le but initialement, il était culturel et géopolitique. C'est les deux s'entremêler. Vous savez, André Malraux, nous aimons tous les deux bien, a une belle phrase. Elle dit que le culturel est la métaphore du politique. Et que, justement, vu un peu l'histoire historique entre la France et le monde arabe, eh bien, au début des années 80, ou même à la fin des années 70, oui, au temps de Giscard d'Estaing, ce projet est né comme outil entre la France et le monde arabe. Ça vient dans la suite de la politique arabe. Plutôt, c'était, vous savez, ça vient au lendemain des indépendances, la période le choc pétrolier, la décolonisation, tout ça. La France ne voulait pas vraiment se détacher de son histoire orientale. Moi qui écris plein de choses sur Bonaparte et l'Orient. Et que cette idée est née donc d'abord dans le petite sphère des ministères de Quai d'Orsay, et après ça a été lancé d'abord sous Valéry Giscard d'Estaing, et après repris par la suite par l'équipe de François Mitterrand. Donc c'est un outil de rapprochement entre la France et le monde arabe. Il faut dire que c'est un outil qui rappelle une longue histoire entre la France et le monde arabe. Et après, les ambitions au départ étaient tellement fortes qu'après Trop, peut-être. Trop, on peut le dire. Et après, on a vu des manifestations bizarres, des conférences sur des thèmes un peu, limite. Comme lesquels, par exemple? Des choses sur ce qui se passait au Moyen-Orient, par exemple, que je n'ai pas apprécié. Et je sais que la situation à l'Institut du monde arabe n'était pas très facile, parce qu'il fallait garder une distance égalée entre, d'un côté, le monde arabe, les pays arabes, et après Israël. Ça n'a pas été facile. Bien sûr. Mais c'était un dossier très épineux pour Jack Lang. Je voudrais une dernière chose, si vous me permettez, dire quand même, c'était un bon ministre de la Culture. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a des faits d'armes de cet institut, au-delà de Jack Lang? Est-ce qu'il y a des faits d'armes, des choses notables? Quelle est l'importance de certaines choses qui ont pu être développées à l'Institut du monde arabe? Jack Lang,
ça nous le savions avec Yves. Jacques Lang était un bon ministre de la Culture, mais il a été victime de sa propre vanité. Je me permets de le dire. Victime de lui-même. Oui. Et après, il était de toutes les fêtes, de tous les voyages. Il n'y avait pas un voyage d'Emmanuel Macron en Égypte sans qu'il y ait Jacques Lang à côté du ministre de la Culture de l'époque. Et donc, toujours très proche du pouvoir. Oui, vous savez, Alphonse Karr a cette phrase que j'aime beaucoup, dit que la vanité est l'écume de l'orgueil. Il avait cette allure orgueilleuse, sympathique toutefois, sympathique, mais à l'intérieur, il cachait sa passion d'être montré, d'être vu et profiter des largesses des uns et des autres. Enfin, les enquêtes vont ne le montrer ou pas. On verra bien, pour l'instant, il est évidemment présumé innocent. Une question à présent sur les financements de cet institut. Vous en parliez tout à l'heure. Donc, initialement, il devait être financé à 60% par la France et 40% par les 22 États fondateurs. Mais un rapport de la Cour des comptes daté de 2024 montre qu'en réalité, c'est la France qui finance à 100% l'Institut. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé une chose, c'est que après la France qui a voulu ne pas couper les liens, après les indépendances, après aussi le choc pétrolier qui a été très important dans l'histoire des relations entre la France et les pays arabes, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un développement phénoménal des pays du Golfe, du Golfe arabo-persique notamment, et qui ont développé petit à petit leurs propres outils culturels. Il suffit d'aller aujourd'hui, notamment à Abu Dhabi, mais pas uniquement. Il y a le Qatar aussi maintenant, il y a l'Arabie Saoudite, mais à Abu Dhabi, maintenant c'est une place forte, je dirais, muséale. Vous avez des musées, vous avez le Louvre d'ailleurs qui est installé là-bas, vous avez le Guggenheim qui va ouvrir prochainement, vous avez la Sorbonne, enfin vous avez énormément d'établissements culturels qui, dans les pays du Golfe arabo-persique, s'installent. Et donc, ils ont, si vous voulez, en main leur propre, médiation culturelle qui leur permet justement d'attirer du monde, parce que évidemment tout ça est doublé d'un tourisme, j'allais presque dire de masse, et c'est pas faux, parce qu'aujourd'hui... Ça fonctionne presque mieux chez eux que chez nous, en fait, finalement. Voilà, et du coup, ils se sont détournés de l'Institut du monde arabe. En plus, l'Institut du monde arabe, il faut pas le nier, pour un pays comme la France, était plutôt tourné justement dans les relations avec les pays du Maghreb et du Machrek, plus que les pays du Moyen-Orient. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ces pays-là, les États du Golfe, ont tari leur financement, et il n'y avait plus guère que la France, et quelques pays du nord de l'Afrique, l'Algérie, niet, puisque vous savez que les relations avec l'Algérie sont quand même toujours très compliquées. La Tunisie est exsangue aujourd'hui, donc il restait un pays, et un pays que fréquentait énormément d'ailleurs Jacques Lang, qui s'appelle le Maroc. Et donc, il avait des liens avec le Maroc privilégiés. Le roi Mohamed VI était on va dire, participait d'une certaine façon à ce partenariat avec l'Institut du monde arabe, mais il faut tout reconstruire aujourd'hui, parce que le Maroc a pris ses propres distances également. Il y a eu la période de la fâcherie, il ne faut pas l'oublier, entre Paris et Rabat. Je peux peut-être le rappeler en 2 secondes, je ne sais pas si tout le monde se souvient de la période de la fâcherie. Il y a eu une période avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Emmanuel Macron, qui était vierge de tout passé du temps de la guerre d'indépendance avec l'Algérie, s'est dit qu'il allait renouer les relations, essayer de rapprocher la France et l'Algérie. Et évidemment, ça n'a pas plu au Maroc, parce qu'il y a un contentieux de frontières entre le Maroc, qui est historique. Il ne faut pas oublier la guerre des Sables en 1963, entre le Maroc et l'Algérie. Et donc le Maroc, le souverain M6, Mohamed VI, n'a pas du tout apprécié ce rapprochement. Donc il y a eu un refroidissement, un gel des relations entre Paris et Rabat, qui a été évidemment dommageable, parce qu'il a duré quand même quelques années. Et il a fallu que le président de la République renoue avec Rabat, mais en tournant le dos du coup à Alger, pour que les choses... pas du tout en médiateur finalement. Ça a été très compliqué. Et tout est extrêmement compliqué. J'ai presque envie de dire que c'est très oriental comme tout ça, si vous voulez. Je parle à un Égyptien, donc il sait ce que je veux dire. Et donc voilà. Et donc l'Institut du monde arabe, évidemment, ne pouvait plus être la vitrine qu'elle prétendait
qu'il prétendait être. On va voir ce que Mme Legendre arrive à faire. Ça va être... Il y a des richesses incommensurables Mais il ne faut à pas présenter. que ce soit unilatéral. Mais il ne faut pas que ça soit unilatéral, évidemment. Il faut qu'il y ait une participation beaucoup plus importante. Il faut aussi probablement, mais je le dis... qu'il y ait moins de copinage, si vous voulez. Apparemment, il y avait énormément de copinage, et c'est à ça que faisait référence, sans doute, Ahmed Youssef tout à l'heure, quand il disait qu'il y avait des choses qui ne lui plaisaient pas. Enfin, on a l'impression surtout que là, c'est des relations qui sont très unilatérales, c'est-à-dire que la France va vers les pays du Maghreb, mais les pays du Maghreb, les pays arabes, ne veulent pas de notre aide, etc. Ils ne veulent pas nous aider, parce qu'en 2014, donc cette répartition économique 60-40 a cessé. Mais le ministère des Affaires étrangères appelait les pays arabes à donner plus régulièrement au fonctionnement de l'Institut. Visiblement, c'est resté lettre morte. Ouais. Permettez Yves et vous de rappeler une histoire qui m'est arrivée avec Dominique Boudis, qui était le prédécesseur. Un des prédécesseurs. Je pense de Jack Lang. Prédécesseur. Le prédécesseur de Jack Lang. C'était un grand monsieur de la télévision française, un grand journaliste, un grand écrivain. Il m'a dit qu'il avait une idée de réunir à l'Institut du monde arabe un sommet arabe. D'accord. Et après, il était connu dans le monde arabe, notamment au Moyen-Orient, le Liban. Au Liban, notamment, parce qu'il avait été correspondant de presse au Liban. Absolument. Et donc, mais il n'arrivait pas à réunir les pays arabes. C'était ou bien le Moyen-Orient mais sans l'Irak, ou bien le Maghreb mais sans l'Algérie ou le Maroc, ou bien c'était trop compliqué. Et après, il a fini par abandonner l'idée. Mais il a constaté que, lui qui connaissait évidemment le Moyen-Orient très bien, que l'Institut du monde arabe est devenu un miroir des différends entre les pays arabes eux-mêmes. Des conflits. En fait, c'était le théâtre à petite échelle des conflits. J'ai dit différents parce que les conflits n'avaient pas vraiment beaucoup de conflits, mais il y avait des politiques différentes, des visions différentes des questions et des dossiers. Et donc, mais alors il m'a dit surtout... non, c'était pas lui qui m'a dit cette phrase, c'était Edgar Pisani. Il était aussi un président de l'Institut du monde arabe. Il y a eu beaucoup de présidents. Ouais, Jack Lang est resté tellement longtemps qu'on oublie qu'il y en a eu un. Edgar Pisani, qui était un très grand ministre du général de Gaulle, de l'agriculture. Un gaulliste, vraiment... Gaulliste de gauche. Gaulliste de gauche, un grand ami à Jean Lacouture. Il m'a dit que la vraie capitale, c'est Pisani qui m'a dit ça, la vraie capitale du monde arabe, c'est Paris. Et la preuve, c'est qu'à Paris, que nous avons une institution qui s'appelle l'Institut du monde arabe. Nulle part ailleurs, on trouve ça. Mais est-ce que cette institution est encore utile aujourd'hui? Parce que donc, quand on regarde les chiffres, 12,3 millions d'euros, c'est le coût de subvention de l'État français, qui visiblement n'est pas suffisant, parce que l'équilibre ne parvient pas à être trouvé, les recettes de la billetterie sont insuffisantes. Finalement, est-ce que c'est un réel besoin au vu de ce que ça coûte? Il faut replacer ça. Alors justement, il faut replacer ça dans le fil historique, si vous voulez. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, si on devait décider de la création de cet institut, ça n'aurait pas lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une affaire d'ego là-dedans. C'est ce que j'allais dire, ça semble très orgueilleux déjà comme projet initialement. Tout à fait. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça a été lancé effectivement pour des raisons géopolitiques par Valéry Giscard d'Estaing à la fin des années 70, mais ça a été récupéré par François Mitterrand comme un instrument politique aussi. Et pas uniquement de politique internationale, de politique intérieure. Comme vous le savez, la France est un des pays d'Europe et au monde à avoir la plus grosse, d'Occident, à avoir la plus grosse communauté arabo-musulmane du monde. Et vis-à-vis de cette communauté, eh bien, c'était une façon, si vous voulez, de montrer sa générosité déjà dans les années 80. Voilà, mais bien sûr, vis-à-vis de cette communauté arabo-musulmane qui était arrivée après la colonisation, après la décolonisation, qui était arrivée aussi comme main-d'œuvre pour les usines en France, pour travailler en France. Et donc, c'était un geste politique, si vous voulez, qui s'inscrivait dans ce que Jack Lang a beaucoup développé auprès de François Mitterrand, c'est-à-dire aussi SOS Racisme, c'est ce que tout ça. Dire. Est-ce qu'il était déjà question à l'époque des sujets dont on parle maintenant, de repentance, etc. Mais bien sûr, il était évidemment question... Alors, il n'y avait pas le mot, je crois que le mot n'était pas n'existait pas, enfin, il existait, mais il n'était pas utilisé, mais on était dans cet état d'esprit-là. Et le début des années 80, c'est-à-dire le début du premier septennat de François Mitterrand, a beaucoup été marqué par ça. La marche des beurs, SOS Racisme. Qui l'a mis en place.
Oui, parce que Giscard d'Estaing, oui, mais ça s'était fait mezza voce avec, Giscard d'Estaing. C'est François Mitterrand qui vraiment lui a donné la publicité, la promotion avec Jack Lang, et on pouvait compter sur Jack Lang, ministre de la Culture à l'époque, pour que tout ça, eh bien, si vous voulez, soit mis en valeur, quoi. Et évidemment que cette période, cette époque, eh bien, elle appartient à l'histoire, et qu'aujourd'hui, on serait probablement pas. D'abord, on n'a pas les mêmes moyens financiers pour le financer, pour le faire. Deuxièmement, les pays arabes, comme on l'a dit, eh bien, ne veulent plus participer. Et donc, c'est vrai que cet institut, qui est quand même un institut qui est planté au cœur de Paris, hein, au bout du boulevard Saint-Germain, eh bien, en face de Notre-Dame, voilà, en face de Notre-Dame, évidemment, ça, voilà. C'est un symbole, mais qui fonctionne plus vraiment. Voilà. Est-ce qu'il est encore d'actualité, ce symbole, justement? Juste ce qu'il vient de dire, Yves, qui est très important. Parmi le but derrière la création de cet institut de monde arabe, c'était cette nouvelle population française, hein, issue de l'immigration, des générations d'immigrés qui venaient en France. Et il voulait donc, les autorités françaises voulaient attirer un peu ces jeunes à cette institution culturelle franco-arabe. Or, c'était pas du tout une logique d'intégration, c'était une logique d'attirer des... Comme elle a dit, ça veut dire au début, au temps de Mitterrand, la question de l'immigration n'était pas vraiment à l'ordre du jour. Pas comme maintenant, en tout cas. Et que maintenant, cette jeunesse, elle est malheureusement, c'est une constatation, orientée plutôt vers la mosquée de Paris. Qui n'est pas loin d'ailleurs. Oui, comme par hasard. Il veut dire qu'il y a une islamisation de cette jeunesse. Oui, alors que pour l'Institut du monde arabe, c'est plutôt une clientèle, si j'arrive à l'appeler comme ça, plutôt élitiste. Oui, voilà. Vu les expositions, les conférences, les colloques, c'est plutôt l'élite arabe française ou arabe même. Hein. Donc un peu plus déconnectée de la réalité. Je crois, elle est déconnectée de la réalité française. Elle est vraiment devenue un outil arabe à Paris. Et d'ailleurs, pour compléter ce que dit Abed Youssef, c'est qu'il faut le dire, la mosquée de Paris est aussi quelque chose qui a été créé dans les années 30, dans les années 20 plutôt, pour remercier, c'était le cas à l'époque, pour remercier ce qui n'était pas encore des États, puisque c'était des colonies arabes, notamment l'Algérie, la Tunisie, les protectorats, la Tunisie, le Maroc et d'autres d'ailleurs, pays d'Afrique subsaharienne, qui étaient peuplés de musulmans, pour les remercier de leur contribution à la guerre de 14. Hein. Et donc, c'était... Alors, l'Institut du monde arabe, d'une certaine façon, dans les années 70-80, c'était le pendant laïque de la mosquée. Hein. La mosquée, c'était l'enracinement, l'islam de France qui commençait à... L'IOT, le projet de l'IOT. Qui commençait à s'installer, et puis l'Institut du monde arabe devait prétendument être le pendant laïque, si vous voulez, de cette mosquée. On voit que tout ça aujourd'hui ne fonctionne plus très bien. Alors justement, on vient de dresser un état des lieux de l'Institut, on vient de voir les défis qui s'offrent à Anne-Claire Legendre, qui sont colossaux, et c'est un défi dont elle semble mesurer toute l'importance. Écoutez. Je crois que mon rôle, c'est de ramener de la sérénité dans cette institution. Il faudra aussi donner un nouvel élan à cette institution qui est centrale, qui est unique, comme je le rappelais. J'ai pour ma part un grand amour de cette culture arabe. Vous savez que j'ai étudié l'arabe, donc c'est pour moi très émouvant d'être ici sur ce parvis aujourd'hui. Je me souviens de la jeune étudiante qui apprenait l'arabe à 20 ans au Caire. C'est un immense défi et c'est un immense bonheur que d'être là pour défendre ces liens absolument essentiels entre la France et le monde arabe. Immense défi, immense bonheur. On sent qu'elle a hâte de s'atteler à cette tâche qui pourtant semble énorme, presque impossible. Pourquoi est-ce qu'elle a été choisie? D'ailleurs, c'est la première femme à ce poste. Ah, ça maintenant, il faut aller voir vraiment dans la tête du président de la République les raisons pour lesquelles il l'a choisie, elle. Alors que moi, je pensais qu'elle allait choisir un très grand ambassadeur que nous connaissons, qui était un ambassadeur de France en Algérie. François Gouillette. Mais apparemment, lui, il a d'autres choses que nous ne savons pas. Moi, je trouve que le choix est plutôt astucieux, hein, et n'est pas mauvais. Il faut qu'on lui donne sa chance.
Vous savez, c'est Talleyrand qui disait, après Louis XIV, il faut un Louis XVI. Ça veut dire qu'il faut vraiment quelqu'un qui calme les choses après les turbulences. Et donc, après Lang, maintenant, là, on a la dame, Madame Legendre. On lui souhaite une bonne chance, évidemment, parce que la tâche n'est pas facile. Non. Le contexte politique français n'est pas facile, et arabe non plus. Il y avait deux possibilités. Soit il nommait le président de la République, normalement d'ailleurs avec l'aval et l'assentiment de certains pays arabes, et soit il nommait une personnalité qui avait un profil politique, ou un haut fonctionnaire, une personne qui a plutôt un profil, entre guillemets, technique, comme Madame Legendre. La personnalité politique, il y avait sans doute des candidats qui voulaient y aller. Madame Legendre, qu'est-ce qu'elle a? Elle a comme atout, elle avait le fait qu'elle avait la confiance du président de la République. C'est ça, c'est que c'est une proche d'Emmanuel Macron. Elle était sa conseillère Afrique du Nord et Moyen-Orient, donc c'était quand même c'est une proche. Deuxièmement, ça paraît ridicule de dire ça à notre époque en 2026. C'est une femme, et c'était la première fois qu'une femme occuperait ce poste. La troisième chose qui est importante, et ça il faut le souligner, c'est une arabophone. C'est-à-dire qu'elle connaît ce qui n'était pas le cas de Jack Lang et ce qui n'était pas le cas de beaucoup de présidents. Parce que lui, il a fait un livre sur la langue arabe. Oui, mais sauf qu'elle la maîtrise, la langue. Elle l'a apprise et elle la maîtrise, et c'est quand même une dimension très importante. Ça veut dire que si vous maîtrisez la langue arabe, ça veut dire que vous en connaissez la culture, que vous en connaissez les nuances, que vous en connaissez, je dirais, l'esprit. Et donc ça, c'est important. Alors, c'est vrai que ça fait dans le cadre actuel où on n'est pas loin de critiquer un peu la République des coquins et des copains. C'est vrai que comme elle c'était une amie, bon après, ce qui s'est passé à la Cour des comptes, ce qui s'est passé, voilà, on se dit bon tiens, il replace, alors que lui il va partir, le président de la République d'ici à 1 an, il est en train de replacer ses proches. Bon, d'accord, ok. Néanmoins, c'est pas le total arbitraire, parce qu'elle a les qualités qu'on lui prête, et a raison d'ailleurs. Oui, parce que moi j'ai lu que son arrivée n'était pas complètement une surprise. Le but c'est justement de trancher, vous le disiez, avec le profil de Jack Lang. Elle faisait partie des favoris. On est sur un profil plus institutionnel. Depuis une semaine, à Beyrouth, on savait que ce sera elle. Quelqu'un a fouetté le choix présidentiel au Liban. Bon, ça en France, il y a sûrement. Ça peut être une fuite contrôlée aussi, parfois. Voilà. C'est possible. Il faut dire qu'il y avait un parmi les candidats éventuels à ce poste, c'est M. Yves Le Drian. Oui. Jean-Yves Le Drian, mais qui n'était plus candidat maintenant. Qui n'est plus candidat, il a dit lui-même qu'il n'en veut pas, etc. Mais moi, je le vois très bien d'ici quelques années, vraiment à la tête de l'institution. Alors attendez, on va peut-être laisser le temps de prendre... On va laisser Mme Legendre s'installer et faire son job d'abord. Alors ce qui est bien en tout cas, c'est que comparée à Jack Lang, elle a moins de polémiques. Elle est souvent décrite, vous le disiez, comme une proche d'Emmanuel Macron. L'an dernier, apparemment, elle s'est largement investie dans la reconnaissance française de l'État de Palestine, ce qui est plutôt bien pour les relations avec les pays arabes. Enfin, ça va moins les, bien sûr. Ça va moins les perturber. Elle n'a pas trop de polémiques. Elle a été élue à l'unanimité. La reconnaissance de l'État palestinien, pardon. Et est-ce que ça peut être une polémique, justement? Je pose la question parce que vis-à-vis des pays arabes, ce ne sera pas du tout une polémique. Est-ce qu'en France, ça peut créer une polémique? Non, parce que je pense que même compte tenu de ce qui s'est passé, notamment de ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, avec l'horreur, je dirais, qui a été commise par le Hamas, je pense que, si vous voulez, la diplomatie française a toujours défendu 2 États, un État palestinien, un État israélien, et qui a, même au sein de la communauté juive française, il y en a, la plupart sont favorables à cette, cette solution. Mais plutôt donc, tout le monde d'accord. Je vois pas, si vous voulez. Bon, alors vis-à-vis des Israéliens, ça peut poser des problèmes parce que là-bas il y a eu une évolution, et notamment les dirigeants actuels, notamment M. Netanyahou, effectivement, est quelqu'un qui peut-être remet en question cette idée de 2 États, mais enfin je ne crois pas que ça soit aujourd'hui un problème. Je vous laisse le mot de la fin. M. Netanyahou n'est pas éternel. Voilà. Il viendra quelqu'un plus ouvert sur la question de la paix. Un deuxième, 2 États, c'est possible. Et dans l'esprit du président Sadat et de M. Rabin, et que l'espérance de tout le monde, et il va falloir qu'un jour ou l'autre que la paix revienne dans cette région, parce que là, ça fait un peu trop. Que la paix revienne. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci. On passe tout de suite à la partie culture. Et le culture. livre, vous l'avez oublié.
Dans le couloir, c'est le titre de la nouvelle pièce signée Jean-Claude Grunberg avec Christine Mourillot et Jean-Pierre Daroussin en tête d'affiche. Jean-Pierre Daroussin, vous êtes avec nous sur ce plateau pour en parler. Bonjour. Merci beaucoup. C'est une pièce qui évoque le temps qui passe, la famille, la communication, la mort aussi. Oui. On regarde la bande-annonce et on en parle juste après. C'est sûr qu'il est là. Je l'ignore. L'as-tu vu sortir? Je... Rentrer? Tu devrais au moins savoir s'il est là ou non avant de m'envoyer lui parler. Qu'est-ce que t'as? Moi? Qu'est-ce que tu veux que j'ai? Pourquoi tu fais la tête? Je fais la tête? Bah oui, tu fais la tête. J'ai chez moi l'homme au masque de fer doublé du mystère de la chambre jaune. Tu as tort de t'inquiéter. Si tu sais quoi lui dire, va lui parler, toi. Oh, je ne sais pas, moi, c'est à toi de trouver les mots. Il t'a toujours écouté, toi. Il y a 45 ans. Oh. Ce qui a été, et rien ni personne ne pourra le changer. Ce qui est fait est fait. Jean-Pierre Daroussin, merci beaucoup d'être avec nous. On vient de voir la bande-annonce et on voit que la question initiale qui occupe ce couple, est-ce qu'il est là? Alors on parle de leur fils, est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire un petit peu de cette pièce? C'est une pièce qu'a écrit Jean-Claude Grimbert en 2018 et donc c'est la création de cette pièce, la nouvelle pièce de cet auteur majeur du théâtre français qui est Jean-Claude Grimbert. Et on est heureux de porter sa voix et de jouer ces deux octogénaires qui sont à un moment donné au bord du précipice de leur vie et au moment où, en plus d'avoir à jongler avec le drame qu'ils s'apprêtent à vivre, et d'un seul coup vient se rajouter la présence de leur fils qui refuse un peu de parler. Qui se comporte comme un ado. Qui se comporte en tous les cas comme quelqu'un qui est impénétrable et qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas quelles sont les raisons, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, même si on arrive à supputer quelques désillusions qu'il a pu connaître dans sa vie. Mais en tous les cas, oui, c'est un personnage qui nous remet en question et qui remet en question qu'est-ce qu'on a apporté, nous, qu'est-ce qu'on laisse aux générations futures, qu'est-ce que nos idéaux, qu'est-ce que la façon, les principes d'éducation qu'on a pu avoir, est-ce qu'ils ont été bons, voilà. Ce qui est un peu le cas de tous les personnages, parce que tous les personnages ont quelque chose ont des questions à se poser et à nous poser. Et alors vous jouez un vieil homme qui a vraiment pas une vie facile. Déjà, il a mal au dos, il est presque aveugle. Pour sa femme, c'est pas beaucoup mieux. Elle a un appareil auditif, un appareil dentaire. Déjà, c'est pas un personnage très flatteur. Comment vous l'avez pris quand on vous a proposé le rôle? Oh, c'est toujours assez amusant d'avoir à se clowniser un petit peu quand même. Les personnages, ils sont... oui, il y a quelque chose de l'ordre du burlesque dans ce qu'on fait, puisque... oui, parce qu'ils risquent de tomber tout le temps. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'ils sont au bord du gouffre, quoi, au bord de quelque chose qui est voilà, au bord d'un espèce de vide, de vertige. Et en même temps, ils cherchent à se raccrocher aux branches et à comprendre. Ils veulent pas tomber. Ils refusent de tomber. Ils refusent de se laisser avoir. Peut-être surtout le temps qui passe, non? Et la vieillesse qui leur arrive dessus, ils la subissent. Bon, on sait que la vieillesse est un naufrage. On sait ça depuis le général de Gaulle. C'était sa formule. Mais disons que voilà, ce naufrage, ils s'accrochent, ils veulent rester droits comme un capitaine sur un rafio qui prend l'eau, mais qui tient à continuer à porter beau et qui s'accroche tant qu'il peut. Et voilà. Et ces personnages-là refusent d'être considérés comme n'étant pas capables d'entendre, n'étant pas capables de comprendre qu'est-ce qui se dit derrière cette porte close. Et justement, parce qu'il y en a un qui n'est pas capable d'entendre ni de parler d'ailleurs, c'est le personnage du fils, donc qui a une 50aine d'années, qui revient, qu'on ne voit pas d'ailleurs. Alors, le fait qu'on ne le voit pas, déjà, je me demandais, est-ce que c'est un peu une inspiration d'UNESCO, de Beckett, etc.
Oui, bah ça, Jean-Claude Grimbert ne se cache pas d'avoir été influencé par Ionesco, par Beckett, qui sont les maîtres de ce qu'on a appelé à une époque le théâtre de l'absurde, mais qui étaient aussi des auteurs de théâtre qui émanaient d'une époque qui était une époque absurde. Donc ils retranscrivaient, enfin ils travaillaient, ils essayaient de percevoir et de s'imprégner de l'époque et de transcrire cette époque qui était une époque qui était l'époque de l'après-guerre. Et où chaque fois, hein, après la guerre 14, c'est pareil, il y a eu le mouvement Dada, il y a eu les surréalistes, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu cette volonté de se dire que le monde est idiot et absurde, de sombrer comme ça et après on se serre la main et on se dit bah voilà, c'était pas la peine de se foutre sur la gueule. Et donc c'est un peu souvent ce qui se passe. Donc il y a une absurdité dans cette tentation de la guerre, dans cette tentation de se tirer une balle dans le pied et d'y aller. Donc tout ça est un peu idiot. Moi j'ai été un jour à la Bibliothèque nationale et on m'a montré le manuscrit de Ionesco, sur un cahier, la façon dont il écrivait ses pièces avec un stylo, c'est impressionnant, parce que c'est écrit avec rage. On a l'impression que le stylo va passer à travers la feuille, tellement il appuie, et on sent que l'écriture est très, 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 très inspirée, en même temps une espèce de fébrilité d'écriture. Et Jean-Claude Grimbert, je ne sais pas s'il met cette énergie-là avec son stylo, mais en tous les cas, on est porté par sa langue, on est porté par la précision et la poésie de sa langue. On sent qu'il y a de la rage, on sent que c'est presque l'énergie du désespoir parfois finalement. Ah oui, mais c'est... Parce que, ben oui, ils sont d'une génération où il a fallu reconstruire, où il a fallu croire à ce projet, et donc lui aussi, en plus de ça, il s'est évoqué dans la pièce que le personnage que je joue, son père a disparu pendant la guerre, et donc son père a été, lui, réellement absent, plus qu'absent, et c'est ce qu'il dit, et donc il a fallu qu'il se fasse lui-même, et donc il y a une espèce de rage supplémentaire de voir que ces enfants ont vécu des époques quand même, somme toute, assez faciles, plus faciles, qui leur semblent plus faciles. Et pourtant c'est pas tellement plus facile, vous pouvez certainement le dire, vous qui êtes jeune. Je ne sais pas s'il y a des époques plus faciles que d'autres, chaque époque a ses mots, mais on sent que ce personnage vous touche quand même, particulièrement. Oui, en plus de ça, je commence à l'aborder. Vous savez, quand on joue une pièce, petit à petit, on creuse, on y va plus fort, on comprend, les premières représentations sont fraîches, il y a quelque chose qui émane du travail qu'on vient de faire, et puis petit à petit, avec le temps, plus les représentations passent, plus évidemment le personnage vous habite, vous prend, et plus vous êtes avec lui. Après, ça peut mettre du temps d'ailleurs. De rentrer dans la peau du personnage. D'en sortir surtout. D'en sortir aussi, oui, parce que en fait, quand vous sortez de scène, j'imagine que c'est assez lourd, parce qu'il n'y a pas que des choses gaies dans cette pièce. On rit, on pleure aussi. Oui, c'est le travail du dramaturge, de tout temps, de provoquer des émotions chez le spectateur. Et donc, ce divertissement-là est un divertissement qui est aussi basé sur, d'un seul coup, le fait qu'on ait la gorge un peu nouée par ce qui se dit, par ce qui se passe, par ce que vivent ces gens. Oui. On parle des mots qu'a vécu l'époque du père de votre personnage, parce que c'était la guerre, etc. Mais on se rend bien compte, et c'est ce que dit cette pièce, qu'il y a évidemment des mots inhérents à cette génération, mais votre génération et celle de votre fils dans ce film sont incapables de les comprendre, de les entendre. Et d'ailleurs, tout ça est métabolisé par la scène, c'est-à-dire qu'il y a juste un couloir, une porte fermée, votre fils derrière, et finalement, c'est la question de la communication qui est impossible à faire. Et malgré tout, de douleurs qu'on ressent, qu'on perçoit, mais qui sont incompréhensibles. Oui, mais je pense que c'est ça qui touche, et ce qui fait que cette pièce et que les personnages que les spectateurs peuvent se reconnaître, même s'ils n'ont pas cet âge-là, même s'ils sont... il arrive à nous faire miraculeusement, Jean-Claude Grimbert, il arrive à nous faire percevoir des émotions qui sont enfouies en nous, dans la façon dont chaque individu a toujours des difficultés à se faire
comprendre précisément. La communication, c'est jamais simple de rencontrer quelqu'un qui même si vous êtes maladroit dans votre expression, même si vous n'arrivez pas exactement à toujours avoir les bons mots pour apaiser ou pour faire comprendre ce qu'on ressent, et d'être bien pris, d'être bien entendu, d'être compris au bon endroit, c'est quand même rarement facile. Donc évidemment, la pièce, là, Jean-Claude Grimbert s'amuse de tout ça, de toute cette, de ces micros incompréhensions, ces micros quiproquos qu'il peut y avoir entre les personnages et qui finissent par grossir, qui font boule de neige et arrivent évidemment à des expressions assez choquantes et assez drôles, parce qu'au bout d'un moment, quand on finit par ne pas se comprendre, ça peut aller assez loin, oui. Ça va assez loin, et d'ailleurs, l'histoire va assez loin. Je ne dévoile pas tout, mais l'histoire il ne faut pas dévoiler. Va assez loin. En revanche, quelque chose qui est intéressant, c'est la relation dans le couple. C'est-à-dire que le sujet principal, c'est ce fils qui ne veut pas répondre, mais ça dit aussi beaucoup du couple. C'est-à-dire que le couple se parle, mais ne parle que du fils. Finalement, le couple ne se parle pas, ils s'écoutent chacun eux-mêmes, mais il n'y a plus aucune communication dans ce couple. Est-ce que c'est quelque chose qui dit quelque chose aussi de notre époque aujourd'hui ? Ou c'est quelque chose qui existait de tout temps ? J'ai plutôt tendance à penser que ça existait de tout temps. C'est un couple qui a duré, c'est un couple qui dure. Qui tient, finalement. Qui tient, c'est un couple qui tient, qui, comme on dit dans la pièce, se bouffe les mollets le matin, se prend le bec le midi et puis oublie le soir. Parce que, voilà, c'est ça, cette force aussi de cette habitude qu'on peut avoir quand on côtoie quelqu'un depuis si longtemps. Finalement, les agressions, les sont pas si graves. Ça fait partie de la tendresse. Ça fait partie de la tendresse de se parler franchement, de se dire les choses. C'est de la charité. Oui, certainement. En tous les cas, il y a de la compassion, il y a de la compréhension, de la considération. C'est peut-être ça qui fait de la considération et de la charité, c'est pas mal comme valeur. Et alors, quelle émotion aimeriez-vous que les spectateurs retiennent quand ils sortent de la salle ? Quel est le message que vous aimeriez qu'ils retiennent ? Que n'importe quel principe d'éducation est bon à partir du moment où il est soutenu par de l'amour. C'est l'amour qui compte et qui triomphe ? Et en tous les cas, que les principes... Moi, j'ai beaucoup de principes comme garçon. J'ai énormément de principes. Et s'il y en a qui ne sont pas contents, j'en ai d'autres. Mais c'est un principe d'ailleurs. C'est un principe. Mais en tous les cas, je sais que les principes, c'est quelque chose qu'il faut adapter tout le temps. C'est quelque chose c'est plus une valeur alors. C'est comme les médicaments, il y en a qui sont bons pour les uns, qui ne sont pas bons pour les autres, quoi. Il y a un médecin qui va vous dire quelque chose, et puis un autre va vous dire autre chose, et puis les deux auront raison, et puis ça dépend des gens, quoi, comment on réagit. Il y a des principes d'éducation qui sont bons pour des enfants et qui ne sont pas bons pour d'autres. Donc voilà, mais ce qui est bon pour tout le monde, c'est que ça soit soutenu par de la considération et de l'amour. Voilà. En tout cas, par principe, on vous invite à aller voir cette pièce. Merci beaucoup d'être venu. Dans le couloir, c'est au théâtre Hébertot du mercredi au samedi à 19h et le dimanche à 17h30. On passe tout de suite à la partie Art de vivre. Aujourd'hui, on s'intéresse à une pratique mal connue, souvent jugée ou adorée, décriée, la chasse, un véritable art de vivre, loin des clichés. Pour en parler avec nous, Humbert Rambaud, vous êtes rédacteur en chef de Jour de chasse et auteur avec Vincent Piednoir de L'ouverture de la chasse, une philosophie, une culture, publié en 2010. Merci beaucoup d'être avec nous. Ma première question, ce serait pour définir la chasse. Qu'est-ce que la chasse ? Est-ce que c'est un loisir comme les autres ou une nécessité ? La question est complexe, délicate, mais je vous réponds, c'est pas un loisir comme les autres. C'est d'abord une passion qui s'inscrit, je dirais, dans l'histoire de l'humanité et l'histoire des hommes. On a toujours chassé. On a toujours chassé, toujours. Et c'est pour ça que la chasse est œuvre des civilisations. Et la chasse est toujours un patrimoine vivant
j'allais dire, sous quasiment toutes les latitudes. Pas seulement en Europe, dans toute l'Amérique du Nord, dans toute l'Amérique du Sud, une grande partie de l'Asie et une très très grande partie de l'Afrique. Est-ce que vous diriez que c'est une nécessité, puisqu'on a toujours chassé? On a, en tout cas sous nos latitudes, ça fait longtemps qu'on a dépassé, j'allais dire, le stade alimentaire de la chasse. Bien sûr. Voilà. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de chasse-régulation. Pour moi, la chasse-régulation n'existe pas. Il y a deux sortes de régulation, ce qu'on appelle les battues administratives, décidées par l'administration pour éliminer un surplus de sanglier par contre, ou le piégeage. Mais la chasse n'est pas la régulation. Vous pouvez expliquer en 2 mots ce qu'est le piégeage? C'est-à-dire qu'avec des méthodes de piégeurs, c'est-à-dire décollés, certains, maintenant, le piégeage est extrêmement réglementé, ce qui est très bien. On élimine ce qu'on appelle les espèces dites nuisibles, ce qu'on appelle les ésodes, mais je ne vais pas rentrer dans le... Ça peut être les renards, ça peut être des corneilles, ça peut être des pies, etc., etc., etc. Voilà. Ça rentre dans une logique de régulation un petit peu. Ah, mais ça, c'est de la pure régulation, le piégeage. Pure régulation. Ça, c'est de la pure régulation. Et donc, la chasse, c'est pas ça. La régulation peut être l'une des conséquences de la chasse. En aucun cas, elle ne peut être la cause. Le principe même de la chasse, j'allais dire une banalité, c'est chasser pour chasser. Par plaisir. Par plaisir. Et ce qui compte dans la chasse, c'est pas l'acte de tuer. C'est la quête de l'animal. C'est la quête de l'animal. Ce que disait Pascal très bien, qui n'était pourtant pas un grand chasseur, il a dit ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, c'est pas la prise, mais c'est la chasse. Et Ortega y Gasset, le grand philosophe Ortega, a dit on ne chasse pas pour tuer, mais on tue parfois pour avoir chassé. Et ça, c'est la nuance et d'importance. Et la nuance est souvent d'ailleurs très mal comprise. Il y a aussi différentes chasses. J'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu à ça, parce qu'il y a différentes chasses. Les gens connaissent très peu ces différentes chasses. Est-ce que vous pouvez expliquer, dans les grandes lignes, les principales chasses qui existent? Écoutez, j'allais dire, il y a la chasse avec un fusil et le reste. Le reste, ça peut être la vénerie, la chasse à courre, On y la reviendra un petit fauconnerie, peu sur la chasse à courre. la chasse à l'arc. Voilà. Et à l'intérieur de chaque, j'allais dire, mode de chasse, vous avez de multiples chapelles. Chasse à tir, chasse des grands animaux, sangliers, chers, chevreuils, chamois, isards, chasse du petit gibier, canard, faisan, perdrix, lièvre, lapin, hélas, il y en a de moins en moins, etc. Et puis, certains vous diront qu'il y en a de moins en moins à cause de la chasse. Qu'est-ce que vous leur répondez? Sur le cas spécifique du lapin, non, puisque le lapin, malheureusement, a été victime en 1952 grâce à l'activité funeste du professeur Delisle qui a introduit la myxomatose, qui venait d'Australie, dans sa propriété de Maillebois. En Normandie, ce qui s'est passé, c'est que tous les lapins de l'Europe entière ont quasiment disparu. À cause d'un seul homme. Voilà. Alors la chasse à courre est souvent fustigée, plus que les autres. Alors d'aucuns dénoncent une activité aristocratique. Enfin, c'est rempli de clichés, la chasse à courre. J'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu particulièrement à ce qu'est la chasse à courre et pourquoi elle est aussi fustigée. Alors la chasse à courre, elle vient de très très loin. Elle a été, en tout cas en France, elle s'est, j'allais dire, perfectionnée au sens noble du terme, parce que c'est un art. Au Moyen-Âge, et c'est sous les Bourbons que les règles ont été définitivement fixées. C'est un art qui est extrêmement difficile, où on ne prend en moyenne qu'une fois sur 4 ou qu'une fois sur 5. Est-ce qu'on peut expliquer juste les spécificités de la chasse à courre? C'est-à-dire, vous avez une meute de chiens, ce qu'on appelle des chiens d'ordre, qui vont poursuivre un animal spécifique. Très bien. Par exemple, on ne poursuit pour le cerf jamais les biches. D'accord. Idem pour les chevreuils. Et donc, quand les chiens vont, ce qu'on appelle prendre le change, c'est-à-dire poursuivre un autre animal, c'est arrêté. On arrête les chiens pour les remettre sur la bonne voie. D'accord. Voilà, c'est une connaissance intime des animaux, intime de la forêt. C'est la reproduction, ce que je pourrais appeler la loi naturelle. Mais alors, est-ce que vous comprenez pourquoi cette chasse-là particulièrement est attaquée? Parce que c'est, entre guillemets, c'est presque la plus visible. Et puis je pense qu'il y a effectivement, comme vous l'avez rappelé, il y a un cliché. Cliché, c'est du mépris de classe. Or, c'est vrai que la très grande vénerie sous les Bourbons, etc., était réservée à la haute noblesse. Aujourd'hui, la vénerie est accessible, entre guillemets, à tout le monde. Parce que vous avez des équipages de cerfs, il n'y en a pas beaucoup, mais vous avez des équipages de chevreuils, vous avez ce qu'on appelle les vautrets, c'est-à-dire
spécifiques au sanglier. Et après, vous avez la vénerie du lièvre, etc. Il y en a qui suivent la vénerie du lièvre à pied. Donc tout le monde peut suivre une chasse à courre. Ah non, non. C'est pas les rabatteurs, Ah non, c'est des pas, choses ils différentes. suivent. Ils suivent. D'accord. Il ne faut jamais gêner l'action des chiens. Vous avez quelqu'un qui dirige les chiens, On la c'est le guide. pique, ce qu'on appelle le piqueux. Voilà. Très bien, donc on guide l'action des chiens. Voilà, c'est-à-dire que chaque chien a ses spécificités dans une meute. Il y en a qui vont suivre, qui sont très bons pour relever un change, c'est-à-dire l'animal a fait une ruse en se frottant à un autre animal, etc. Et on appelle les chiens de route capables de relever. Quand l'animal passe sur une route, l'odeur s'en va. D'accord. Donc c'est extrêmement technique, extrêmement passionnant. Et puis, bon, je pense que les veneurs, enfin en tout cas les maîtres d'équipage et les piqueux ont une connaissance intime de leur territoire. Je dis bien intime. Vous dites dans votre livre que c'est un outil indispensable de gestion écologique. Moi, je me demande si c'est pas un outil aussi un outil éducatif qui permet, par exemple, parce qu'on voit à des chasses, il y a des enfants parfois, est-ce que ça leur apprend pas aussi le cycle de la vie, d'où vient l'animal, à respecter l'animal? Est-ce qu'on pourrait considérer que la chasse est un outil éducatif? Bien sûr, c'est peut-être une des meilleures connaissances de la vie naturelle. Parce que à la chasse, on ne triche pas, et puis plus on connaît un territoire, des animaux et du gibier, plus on essaye de déjouer leurs ruses. Quelquefois on gagne, quelquefois on perd. On perd plus souvent qu'on ne gagne. Voilà. Et vous dites que, et d'ailleurs c'est un fait, la chasse est une tradition, mais d'aucuns vous diront que toutes les traditions ne sont pas bonnes à garder. Comment est-ce qu'on débunk, pardon pour cet anglicisme, les principaux arguments, c'est horrible, les principaux arguments anti-chasse? Qu'est-ce que vous leur répondez? Parce que souvent ce sont les mêmes arguments. Et vous le dites vous-même, souvent ce sont des gens qui n'ont jamais chassé, qui ne connaissent pas. Comment est-ce qu'on... Alors, bien sûr que c'est une tradition, mais ce que je rappelle, c'est que la chasse est œuvre de civilisation. Et quand elle a dépassé son stade alimentaire, c'est là où elle est devenue une culture. Une culture qui a imprégné toute l'histoire des hommes. Toute l'histoire des hommes. Et c'est aujourd'hui un patrimoine vivant. Vivant. Et encore une fois, sur toutes les latitudes. Je rappelle simplement qu'elle a imprégné notre architecture. L'exemple le plus frappant, c'est Chambord. Et Versailles, si, comme le dit Alexandre Maran dans la somme qu'il a sortie chez Perrin, s'il n'y avait pas eu la chasse, il n'y aurait pas eu Versailles. Certains voudraient raser Versailles. Voilà, bon, ça c'est... ça a imprégné tous les beaux-arts. Bien sûr. Des Perses jusqu'à aujourd'hui. Dans tous les musées du monde, les plus grands musées, vous avez des œuvres qu'on appelle cinégétiques, donc qui traitent de près ou de loin à la chasse. Tous les très grands peintres ont peint des œuvres cinégétiques. Et je parle pour la sculpture évidemment, ça a imprégné notre langue, les langages, les termes de fauconnerie et de vénerie. Quand on parle d'halali, c'est un terme de vénerie. Quand on parle de meute, c'est un terme de vénerie. Quand on parle de leurre, c'est un terme de fauconnerie. Quand on parle d'un type qui a l'air hagard, c'est un terme encore de fauconnerie. Toute notre civilisation est ancrée là-dedans. Toute. Et aujourd'hui, on ne fait que poursuivre cette continuité historique. C'est une part, effectivement, je n'hésite pas à la dire, de notre identité. Bien sûr, mais d'aucuns vous répondront que si ce n'est pas une nécessité et que c'est un plaisir, quel est le plaisir de traquer un animal? D'aucuns diront un animal souffre, on épuise un animal. Quel est l'intérêt de faire souffrir des animaux? D'ailleurs, est-ce que les animaux souffrent vraiment quand on les chasse? Mais alors, je ne suis pas à la place de l'animal. Certainement, il y a une part de souffrance, il ne faut pas se le cacher, mais c'est la loi naturelle. Vous savez, il y a un film qui est terrible. Terrible, c'est où on voit des lions dévorer vivant un gnou. Ça dure 40 minutes. 40 minutes. C'est dur. Nous, quand on tue un animal, on essaye de le faire le plus proprement possible afin qu'il ne souffre pas. Voilà. En tout cas, vous diront pourquoi tuer des animaux? Alors, je dirais simplement parce que c'est un plaisir sublimé. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, on essaye d'être plus fort, plus malin, mais je rappelle que c'est un art qui a des règles, on ne peut pas tout faire et on ne peut pas... Par exemple, la saison de chasse arrive à sa fin. Dans 2 semaines, je crois. Non, même pas. C'est fin février. Et pour certaines espèces de gibier, c'est déjà fermé. Et pour d'autres, ça ferme après-demain. Et voilà, il y a un code. On a un code et une éthique. Voilà. Donc ça, on ne tire pas un animal arrêté. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et effectivement, vous savez, je pose la question aux gens, par exemple,
la durée de vie, l'espérance de vie d'une perdrix grise? Je ne saurais voilà. pas vous répondre. C'est moins de 2 ans. Ah oui. Voilà, c'est moins de 2 ans. Donc on essaye de... Tous les gens qui ont des territoires de chasse, c'est eux qui, les meilleurs défenseurs de la biodiversité, ce sont les chasseurs. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'être Je venu vous en sur prie, ce merci plateau de pour nous m'avoir en invité. parler. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous dis à demain sur la chaîne du Figaro TV.